Mesdames, Messieurs, chers panélistes, Monsieur Dupas, Monsieur Berthold et Monsieur Verge, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde intitulée Réussir l'habitat dense à Québec. Je suis André Potvin, directeur de l'Institut EDS, et je serai ce soir votre modérateur pour cette table ronde. Je vous rappelle que cette table est réalisée en collaboration avec Éco-Bâtiment Vivre en Ville et l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. La table ronde sera aussi filmée, donc vous pourrez par la suite avoir accès à ce document. C'est un événement éco-responsable, comme toujours pour les événements Hydro-Québec, et on est certain que vous êtes tous venus ici en transport en commun, n'est-ce pas? À peu près, oui, voilà. Cette table ronde, elle est à l'occasion finalement du lancement qu'on pense très opportun, là, compte tenu des nombreuses annonces de densification à la Ville de Québec, de la publication Réussir l'habitat dense à Québec, coécrite par Éco-Bâtiment et Vivre en Ville. Cette distribution est déjà disponible à l'arrière et elle le sera aussi à la fin de cette présentation. Selon le programme des Nations unies pour le développement, en 2050, 80% de la population mondiale sera urbaine. Donc, la densification est quelque chose de vraiment inexorable, qui est au cœur aujourd'hui du débat sur la ville durable. Donc, si cette densification des villes permet d'un côté d'optimiser, bien sûr, les infrastructures et de préserver certains écosystèmes, quels sont les défis au niveau de la santé et du bien-être de la densification? De toutes les formes bâties, bien entendu, l'habitat est particulièrement sensible à la densification car associé naturellement à la tranquillité, à la santé, à un espace privé, voire intime. Quand Ebenezer Howard, en 1898, a initié le mouvement des Garden Cities, des villes-jardins, il réagissait justement aux défis de santé et de rapport à la nature de la ville dense de la fin du 19e siècle. Donc, si ce concept des villes-jardins a connu un succès relatif en Europe et au Royaume-Uni, il a littéralement, en Amérique du Nord, permettez-moi l'expression, fleuri dans ce qu'on connaît aujourd'hui, donc de la banlieue et l'étalement urbain. Tout ça aidé, bien entendu, par l'auto-solo. Alors, contrairement à l'Europe, où espace et énergie sont des denrées rares, dans le contexte nord-américain, l'espace et l'énergie sont des denrées peu dispendieuses. Et ça a aidé, bien sûr, cet étalement de la ville. Donc, dans l'impératif actuel d'accélérer la transition vers une société faible en carbone et afin d'honorer nos engagements suite à l'accord de Paris, comment la densification, et de l'habitat en particulier, peut-elle répondre aux enjeux environnementaux pressants, tout en optimisant, bien sûr, la santé et le bien-être des habitants? Il s'agit donc bien ici de résoudre ce paradoxe amour-haine qu'on a par rapport à la densification, et tout particulièrement, bien sûr, dans ce contexte nord-américain. Donc, je vous invite donc à participer à cette discussion en compagnie de nos trois panélistes, en gardant toujours en tête que, finalement, la ressource non renouvelable la plus importante de la planète, c'est peut-être pas l'énergie fossile, mais bien l'espace lui-même. Alors, c'est dans ce contexte qu'on a monté cette table ronde. Donc, je vous présente sans tarder nos trois panélistes qui œuvrent dans différents secteurs, à différentes échelles, et qui vont nous permettre de jeter un regard critique sur les tenants et aboutissants, les défis et les opportunités liées à la densification de l'habitat. Donc, en commençant par M. Paul Dupas, directeur principal chez Éco-Bâtiment. Donc, après des études d'ingénierie en France, Paul a développé pendant 3 ans une expertise professionnelle en gestion de projet, en travaillant dans une firme de génie conseil française. Son intérêt pour le bâtiment durable date de ses années d'études, où il prend notamment part à des formations relatives à la qualité environnementale et à la HQE en France. Il a rejoint l'équipe d'Éco-Bâtiment en 2011. Après avoir pris en charge les principaux projets de l'organisme, il dirige depuis 2016 les activités d'Éco-Bâtiment lui-même, en plus d'être en charge du développement de nouveaux projets. Il est également référent pour la certification HQE, ou la haute qualité environnementale, donc une certification maintenant internationale depuis 2015. Donc son expérience, je dirais, comme acteur terrain et comme gestionnaire, lui permet d'être un partenaire souvent très efficace dans les projets de développement, et c'est pour cette raison qu'on l'invite ce soir. Donc, il a une vision vraiment interdisciplinaire de cette densification. Étienne Berthold,
collègue, professeur agréé ici au département des géographies et directeur du certificat en développement durable de l'Université Laval. Il enseigne l'aménagement durable du territoire et son champ d'expertise porte sur la conservation du patrimoine, plus particulièrement. Il s'intéresse aussi au processus de construction des identités et des cultures susceptibles de s'opérer chez les collectivités locales en présence d'un projet d'aménagement durable. Donc, peut-être pourrons-nous parler ce soir de la culture de la densité. On verra. Il a publié une dizaine d'ouvrages et co-dirige de nombreux étudiants gradués au cycle supérieur. Il est notamment co-auteur du chapitre intitulé « Les écoquartiers de Québec » ou « La fortune d'une idée aussi engageante que malléable ». Alors, la discussion promet. Merci, Étienne, d'être là. Et finalement, Bruno Verge, architecte senior chez Boone Architecture. Alors, je lui demandais à son arrivée pourquoi Boone. Je croyais que c'était l'architecture comme un baume sur l'environnement. Et il m'a répondu non, c'est Boone comme dans Daniel Boone, sortir des sentiers battus. Alors, il a développé une approche et une pratique exemplaire dans les bâtiments écologiques, donc depuis 2005. Son objectif est que chaque projet soit vraiment pensé et conçu de manière durable pour l'environnement et la société. Il est d'ailleurs, depuis 2017, l'un des rares concepteurs certifiés Passive House au Québec. Donc, c'est un très haut, peut-être le plus haut niveau de standard mondial en termes de performance énergétique et environnementale. Il est architecte senior, conférencier convoité, expert conseil, et il offre bien sûr à ses clients et à son auditoire, normalement, des présentations taillées sur mesure. Alors, sans plus tarder, le déroulement de cette table ronde, c'est que chacun des trois intervenants va présenter donc successivement leur définition de ce que c'est que la densification et pourquoi. Ensuite, on aimerait les amener vers des questions sur les défis et les opportunités pour terminer sur un axe plutôt gouvernance là, qui est très fort à l'Université, à l'Institut Hydro-Québec. Merci André, merci à l'Institut Hydro-Québec de nous recevoir aujourd'hui. Je suis particulièrement fier de vous présenter ce travail qu'on a réalisé avec Vivre en Ville. Je me présente, Paul Dupop, directeur principal chez Écobâtiment. Je vais rapidement vous présenter qui sont Écobâtiment et Vivre en Ville pour après vous présenter la publication qui s'appelle Réussir l'habitat dense, qui a donné le titre à l'événement de ce soir. Puis vous rappeler rapidement de quoi on parle dans cette publication-là. Je vais faire vite parce qu'on a 7 minutes, mais après on va avoir le temps de discuter de ces notions-là ensemble. Donc pendant Écobâtiment, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on fait la promotion du bâtiment durable pour contribuer à l'émergence de lieux de vie sains, agréables, fonctionnels et écologiques. Bref, on vient essayer d'expliquer à tout le monde pourquoi il faut faire du bâtiment durable. Et on a travaillé sur cette publication-là avec Vivre en Ville, nos partenaires, qui travaillent plus à l'échelle de la ville, qui ont pour mission de mieux construire les bâtiments, les rues, les quartiers et les agglomérations. Donc, par ces actions, Vivre en Ville stimule l'innovation et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes. Donc, vous voyez qu'on a travaillé sur les deux échelles, l'urbain et le bâtiment, et puis c'est la base de notre travail dans cette publication-là. Cette publication, Réussir l'habitat dense, ça s'inscrit dans une collection que vous pourrez retrouver à l'arrière, qui travaille vraiment sur tous les aspects urbains. On parle d'agriculture urbaine, on parle des écoquartiers, on parle du transport. C'est Vivre en Ville essentiellement qui a produit ce travail-là. Et Réussir l'habitat dense, c'est le 9e ouvrage de cette publication-là, donc qui va vraiment s'intéresser à comment on articule l'habitation et la densification. En fait, on est parti d'un constat très simple, c'est que se loger, c'est un besoin essentiel, c'est même un droit reconnu, le droit au logement, donc qui engage beaucoup d'attentes de la part des gens qui veulent l'habiter, des attentes liées à la protection, liées au confort, à l'intimité. Puis on veut que ce soit aussi notre habitation le reflet de nos goûts et de nos valeurs. Donc on place des attentes dans l'habitation. C'est aussi des objectifs liés à la démographie, liés au climat, liés aux espaces, liés aux matériaux et moyens disponibles qui viennent concevoir l'habitat. Donc ça, c'est les besoins qui créent ce qu'on est capable de faire. Et en même temps, on se donne de plus en plus d'obligations collectives qu'on attend de la construction. On en a parlé tout à l'heure, André en a parlé un petit peu. Il y a la lutte au changement climatique, la transition énergétique, des enjeux de santé publique, l'assainissement des finances publiques, l'équité sociale, l'accès à des logements sains et adéquats. Tout ça, ça vient s'agglomérer autour de la notion de la construction de l'habitat. Puis rapidement, je veux juste vous rappeler quelques chiffres, parce qu'on dit souvent que le bâtiment, c'est pas si important que ça.
Au Canada, c'est des chiffres canadiens, le bâtiment lui-même consomme 33% de l'énergie produite. C'est 31% au Québec. C'est plus que le transport. C'est quand même, on parle bien d'énergie, là. Dans le bâtiment, on consomme plus d'énergie. Ça consomme 50% des ressources naturelles. Ça veut dire que 50% des ressources naturelles qui sont extraites de nos sols, de nos forêts, elles se retrouvent dans les constructions. Et c'est 12% de l'eau potable. Donc c'est quand même un grand facteur qui contribue à la consommation énergétique et des ressources naturelles. Avec ces notions-là, on est rapidement venu avec l'idée on devrait faire des maisons écologiques, ce qu'on a appelé la maison verte. La maison verte, elle a certains impacts positifs sur l'environnement. Malheureusement, elle a aussi beaucoup d'impacts négatifs. En premier lieu, le transport. Souvent, les maisons vertes sont complètement déconnectées des circuits de transport en commun, des lieux d'activité. Puis, juste pour vous ramener les pieds sur terre, une voiture consomme en 2 secondes l'énergie qu'une ampoule fluocompacte permet d'économiser en 1 heure. Ça veut dire que quand vous êtes acheté un nouveau kit de fluocompact dans votre maison verte, juste le temps de reculer de la cour arrière parce que vous avez oublié de l'acheter à la pinte de lait, vous avez déjà brûlé toutes vos économies de la journée. Donc c'est juste pour mettre un petit peu en parallèle l'aspect maison verte déconnecté des grands centres urbains versus les transports collectifs. Puis on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi la consommation du territoire, la protection des zones agricoles, et malheureusement on n'est pas aujourd'hui dans un développement qui va dans le bon sens. Ça, c'est les statistiques à Québec. Donc la population, depuis les années 70, a augmenté de 42%, la superficie de 248%, ce qui fait qu'on a diminué la densité de 59%. Ça, c'est depuis les années 70. Puis les statistiques en dessous, parce qu'on dit toujours, oui, mais ça va mieux depuis les années 2000. Entre 2000 et 2008, la population a augmenté de 1% et la superficie de 8%. Ça veut dire qu'on prend 8 fois plus d'espace. Donc on ne va pas du tout dans le bon sens à l'heure actuelle. C'est des notions qu'il faut avoir en tête quand même quand on parle de densification. Puis il faut on va rentrer un petit peu, je pense, avec Étienne plus là-dedans, mais l'urbanisation dense, ce n'est pas de la densification. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Tout n'est pas la même chose. Et l'urbanisation dense, surtout pas de la bonne densification. Ça peut, mais souvent ça ne l'est pas. Donc on va parler un petit peu dans cette publication des formes de densité, les densités de grande hauteur, de faible hauteur, de moyenne hauteur, qui peuvent arriver à des chiffres à peu près équivalents, mais avec des formes urbaines complètement différentes qui doivent être adaptables ou adaptées au contexte. Au Québec, on a malheureusement souvent l'image d'une densité peu attrayante. Ça, c'est pas loin d'ici. C'est ça qu'on appelle de la densité actuellement, en tout cas de la densité neuve. Avouez que ça ne donne pas vraiment envie comme milieu de vie d'aller habiter là-dedans. Donc en fait, notre publication, je vous ai rapidement placé plusieurs pistes de réflexion sur pourquoi on s'est décidé à travailler sur réussir l'habitat dense. C'est quoi les bonnes façons de réussir la densification ? Eh bien, pour les conditions de réussite, nous, on s'est mis en tête qu'il fallait construire l'habitat durable. Et l'habitat durable, c'est l'agrégation de plusieurs choses. D'abord, des prérequis. Dans le cadre d'un milieu de vie, donc dans le cadre de l'urbanisation, c'est la compacité et c'est la proximité. Proximité des services de transport et des activités. Ça, ce sont des prérequis avant tout. Pour qualifier un habitat de durable, il faut qu'il se situe dans ces milieux-là. Puis après, on s'est doté de 10 clés de l'habitation durable qui lient et la performance du bâtiment et l'attractivité de cette habitation-là pour en fait faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs qui sont, on ne densifie pas pour rien, on densifie, oui, pour économiser de l'espace, pour essayer de rapprocher les gens des zones d'activité, etc., mais aussi pour qu'ils aient une belle qualité de vie. Donc c'est ça l'objectif. Donc comment on fait pour lier tout ça ensemble ? Donc pour ça, il faut travailler dans une collectivité viable. C'est le travail de Vivre en Ville qui a défini une collectivité viable comme un milieu de vie qui répond aux besoins fondamentaux de ses résidents, qui est favorable à leur santé et assure leur qualité de vie. Son mode de développement favorise l'équité, respecte la capacité des écosystèmes et permet d'épargner les ressources naturelles, énergétiques, financières. Elle peut se maintenir à long terme. Donc là, on parle vraiment d'une collectivité. On est à l'échelle plus macro, je dirais. Et après, on va utiliser la compacité comme une arme importante pour réussir la bonne densification. La compacité, ça ne veut pas dire un petit bloc comme bâtiment, ça veut juste dire d'utiliser des bonnes stratégies. Est-ce qu'on peut travailler sur les marges avances, sur les cours latérales, sur la superficie de logement ? Souvent, un logement plus compact, c'est un peu plus petit, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir 5 chambres quand on est juste 2 personnes dans la maison ? Travailler sur le nombre d'étages, sur la mitoyenneté, sur les dimensions de la parcelle. Tout ça, c'est des stratégies de petite densification, de densification douce, qui sont très intéressantes. On va travailler sur la typologie des bâtiments, selon le milieu de vie dans lequel on se trouve. Est-ce qu'il faut aller sur de la moyenne hauteur, de la grande hauteur, de la petite hauteur ? Il y a beaucoup de formes de densification qui existent.
On va donc avant tout aussi sur la proximité. Quand on parlait du milieu de vie, la proximité, c'est des services, c'est des systèmes de transport collectif ou actifs. Puis après, je ne vais pas vous passer en revue les 10 clés parce que ce n'est pas l'objectif, mais on a rassemblé les 10 clés qui, pour nous, faisaient en sorte qu'au-delà des prérequis qu'on s'est dotés, on était capable de réussir à faire une bonne densification, une densification intéressante. Donc les 10 clés de l'habitat dense, durable et désirable, qui sont au nombre de 3 pour la performance du bâtiment. On va parler d'architecture bioclimatique, d'analyse de cycle de vie, de performance des systèmes mécaniques et d'attractivité. Donc là, on va parler bien sûr de comment on favorise la mobilité durable dans un bâtiment, comment on donne accès, favoriser les accès extérieurs, les espaces partagés, assurer la contribution du bâtiment à la qualité du milieu de vie. Tout ça, c'est des clés intéressantes pour réussir une bonne densification. Rapidement sur les résultats, je tiens à en parler parce que c'est toujours intéressant pour les décideurs publics. Le coût de la densification. Là, c'est une étude qui a été faite par le Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale qui a comparé 2 quartiers. Un quartier développé en Amérique du Nord, donc le quartier Les Méandres à Québec, sur 28 hectares avec une densité de 15 logements à l'hectare. Et un quartier, le quartier Vauban, Fribourg, que vous devez connaître, qui est de 38 hectares avec une densité de 53 logements à l'hectare. Ce n'est pas non plus énormissime, 53 logements à l'hectare. Et en fait, on a calculé le coût je dirais, des infrastructures, chaussées, trottoirs, aqueducs, égouts, etc., qui sont nécessaires à la bonne implantation de ces bâtiments-là. Ça coûte 5 fois plus cher de ne pas densifier, en fait. Ça coûte très cher pour les finances publiques, la non-densification. C'est ça que c'est un résultat direct qu'on devrait savoir. Quand on décide de bâtir, de ne pas le densifier, c'est perdre de l'argent. Puis sur les finances personnelles, la densification, la compacité, avoir un bâtiment performant, là on a fait une étude, une petite modélisation juste pour regarder combien ça pouvait coûter en énergie. Puis en fait, ça coûte 3 fois moins cher d'habiter dans un bâtiment compact, dense et efficace pour nos finances personnelles en termes d'énergie. Tout ça, c'est juste des petits résultats rapides sur un coin de napkin, je dirais, mais quand même, c'est parlant. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je remercie les partenaires qui ont participé à l'élaboration financière, je dirais, de la publication, qui sont Québec en forme, le Fonds vert du Québec et Hydro-Québec via le Centre québécois d'action sur les changements climatiques. Puis je remercie Vivre en Ville, bien sûr, de nous avoir aidés à travailler, en tout cas d'avoir co-publié ce guide. Merci. Merci beaucoup, Paul, pour ce regard complet avec vos différentes clés. Je retiens surtout cette question d'infrastructure qui est au cœur actuellement d'un investissement majeur à travers le Canada. Donc, bien entendu que la densification est un moyen très important d'optimiser ces infrastructures. Donc, on va passer à une échelle plus petite, l'échelle de l'architecture, avec Bruno Verge, s'il te plaît. Bon, alors, l'échelle de l'architecture, mais quand même, je vous préviens, j'ai fait par exprès pour enlever tout détail architectural des projets desquels je parle pour parler vraiment plus de la forme globale et de la densité sous sa forme générale. Alors, parce que c'était ça la commande, et je vais y aller tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai décidé d'ancrer la présentation dans 2 exemples concrets sur lesquels j'ai travaillé récemment dans les dernières années, c'est-à-dire 2 écoquartiers, celui de la Pointe-aux-Lièvres et celui d'Estimauville. Alors, ça va me permettre de vous donner des repères très concrets aussi à vous qui avez peut-être vu, vous êtes peut-être promené dans l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, peut-être plus particulièrement parce qu'il est quand même en construction depuis 2 ans. D'Estimauville, lui, c'est plus récent, les nouveaux développements qui commencent, mais ça va vous permettre d'ancrer la discussion globale, puis après ça, les questions-réponses dans des exemples concrets, je l'espère. Alors, Pointe-aux-Lièvres, rapidement, positionnement, c'est évidemment au cœur de Québec. L'orientation, vous voyez 2 petites lignes en jaune, c'est très croquis, mon affaire, là. C'était vraiment pour, comme je disais, aller à l'essentiel des volumes. Mais donc, les 2 petites lignes jaunes, les arcs de cercle, ce sont les courbes du soleil, grosso modo. Donc, la course du soleil en été, la course du soleil en hiver qui est plus courte. Donc, on comprend qu'on a une vue là, qui fait vraiment face au sud en fait, qu'on regarde vue du sud. Je vais vous parler de 3 projets, en fait, dans cet écoquartier-là, qui sont des densités complètement différentes, mais qui pourraient justement être qualifiés de projets denses, puis ça va vous permettre justement, ou ça va nous permettre d'analyser ou de voir différentes possibilités. La tour origine, qui est le bâtiment complètement à gauche, que j'ai schématiquement montré ici avec un basilaire d'1 étage et 12 étages, qui est une tour en structure de bois.
Donc, c'est ça, c'est un projet d'Yvan Blouin. J'ai fait la surveillance du chantier de cette tour-là l'année passée. Elle est maintenant terminée. On a dans cette tour-là à peu près 90 unités d'habitation. 12 étages, 13 étages en fait. C'est complètement au nord. Donc, je constate qu'il n'y a pas d'impact au niveau de l'ensoleillement sur les autres bâtiments autour. Donc, pour moi, elle est bien positionnée dans cet écoquartier-là. Si elle avait été au coin sud, ça aurait été vraiment très problématique. Je la trouve intéressante aussi parce qu'elle est un signal de cet écoquartier-là aussi, vu de très loin. Maintenant, je comprends que de construire des tours de 12 étages, ça peut être questionnable, surtout quand son rez-de-chaussée n'est pas très en relation avec la rue. Il y en a beaucoup qui se questionnent par rapport à cet aspect-là. Donc, je vous laisse continuer la réflexion par rapport à ça. Je n'irai pas plus loin pour ce projet-là. UTER, c'est un toit en réserve, c'est un OBNL, en fait, qui est géré via Action Habitation, qui ont fait un projet de 6 étages, qui est le bâtiment qu'on voit complètement à droite sur la diapositive. C'est un bâtiment de logement social, donc en soi, dans un écoquartier, ça a complètement sa place. C'est sûr que la tour, c'était des condos, on était dans le privé. Là, avec ce bâtiment-là de 6 étages, on est vraiment dans le logement social, les logements accessibles. Pour moi, c'est super important qu'on parle de densité, qu'il y ait aussi cette notion-là d'accessibilité pour rendre justement ces milieux-là qui sont intéressants, qui sont très proches du cœur de la ville, accessibles à tous. Je n'irai pas plus loin non plus avec ce projet-là, bien qu'il est intéressant parce qu'encore une fois, c'est un des premiers projets à avoir fait une structure légère, une ossature légère de 6 étages, mais c'est une autre histoire. Je vous parle un peu plus en détail d'Habitus, qui est un projet sur lequel j'ai participé à la conception alors que j'étais associé chez Tergos Architecture. C'est un projet qui a été mené au complet par Tergos Architecture. C'est un projet qui était, quand on a commencé à travailler ce projet-là, c'était intéressant, on avait comme un grand carré, mais le promoteur voulait évidemment une certaine densité sans monter trop haut en nombre d'étages. Et il voulait aussi surtout avoir la même typologie sur tout le bâtiment. On avait fait les premières esquisses où on avait un bâtiment de 6 étages, des bâtiments de 4 étages, mais il a voulu vraiment s'en tenir à la même typologie, qui est finalement une typologie de maison de ville de 2 étages superposée, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai sur le bloc, mettons, qui est au sud-ouest, on a 8 unités qui sont superposées sur 8 unités, donc 16 unités. Fait que c'est un 3 étages et demi. Ce qui est intéressant de cette échelle-là, à mon sens, c'est qu'on est vraiment dans une échelle qui est très humaine, qui est très accessible. On a un léger retrait par rapport à la rue qui nous permet d'avoir une zone semi-privée qui est très aménagée. On a 4 mètres et demi, je pense, de mémoire, de zone paysagée en avant du bâtiment, avant le trottoir, ce qui est quand même assez intéressant donc pour l'aménagement. La position en carré créait une cour intérieure qui est super intéressante pour les dynamiques de voisinage. J'ai travaillé aussi sur un projet à Cohabitat, qui était aussi un projet que j'ai fait chez Tergos, qui était aussi super intéressant pour cette qualité-là de voisinage, autour d'une cour centrale. Donc, pour nous, ça faisait sens que ce projet-là de une cinquantaine d'unités avait cette cour-là et pouvait partager donc des espaces communs comme justement, il y a une grande cour où les enfants peuvent aller jouer, tout ça, mais il y a toute une gestion de la partie privée ou semi-privée qui se fait sur cette cour-là. Chacun a sa terrasse vers l'arrière, et ainsi de suite. Donc, on a travaillé beaucoup cet aspect-là. Comme tout projet de densité ou tout projet d'architecture, malheureusement, bien souvent, on commence des volumétries, on commence des idées, puis on est rapidement confronté à 2 obstacles majeurs qui ne sont pas du tout de l'architecture, malheureusement, les stationnements puis les déchets. C'est plate à mort, mais c'est ça. Donc, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment, on a mis les stationnements en dessous de, justement, notre cour intérieure, ce qui a été une stratégie super payante parce qu'on a pu, justement, densifier davantage. Parce que s'il avait fallu qu'on mette des stationnements hors sol, on aurait eu la moitié des unités qu'on a là sur le terrain, ce qui aurait été beaucoup moins intéressant en termes de densité. Les déchets, j'en parle rapidement, mais donc, dans cet écoquartier-là et celui d'Estimauville, ce qui est le fun, c'est que c'est la ville qui a pris en charge
la gestion des déchets avec des bacs qui sont dans la bande qui appartient à la ville, là, donc entre le trottoir et la limite de terrain. Mais ça, mine de rien, ça nous donne, nous, comme concepteurs, beaucoup de latitude parce qu'on n'a pas à gérer le camion qui vient chercher de la grosse boîte, qui prend une allée d'accès de X mètres de large, qui ne peut pas reculer de plus que tant, et ainsi de suite. Ça devient un asile, gérer tout ça. Mais bref, là, ça a été facilitant, je vous dirais. Donc, une échelle humaine, une densité qui est moyenne. Si je me réfère à ce que Paul a dit, je n'ai pas eu en fait à parler du pourquoi de la densité parce que Paul l'a très bien expliqué. Alors, tu m'as sauvé du temps, Paul, merci. Les stationnements, j'en ai parlé. Puis, dernière chose que je trouve intéressant par rapport à cette échelle-là, mais là, je tombe à un niveau plus personnel. Moi, j'ai toujours aimé avoir un appartement qui avait une porte directement dehors. Comme, bon, des fois, on a pas des tocs, mais on a des idées préconçues de ce qu'est notre appartement. Puis même étudiant, quand je cherchais des appartements, je ne voulais pas avoir un appartement auquel j'accédais par un corridor commun. Ça a été mon critère de tous les appartements que j'ai cherchés. Mais en même temps, certaines densités très importantes, mettons dans les quartiers comme Saint-Jean-Baptiste, où j'ai déjà habité justement quand j'étais étudiant, c'est un peu... ta porte est sur le trottoir, tout ça, c'est un peu intense aussi. Fait que là, comme on a un recul de 4,5 mètres ou 5 mètres, bien, il fallait gérer cette interface-là. Comment la porte, justement, c'est quoi le rapport entre la porte, le trottoir et cette interface-là. Puis ici, ce qu'on a fait, c'est tout simplement dire, on va surélever, puis l'accès se fait sur un balcon. Les portes se font à mi-hauteur, ce qui crée une petite distance par rapport à la rue, par rapport aux passants, qui, je trouve, intéressante pour justement gérer cette zone de privacité-là. Juste rapidement comparer les densités pour qu'on puisse accrocher les mètres carrés avec des nombres d'unités. Je disais 90 unités pour la tour origine, le terrain 2000 mètres carrés. Un toit en réserve, on est à 60 unités à peu près, 2400 mètres carrés. Et Habitus, plus ou moins 50 unités et on a 5400 mètres carrés de terrain. Vous m'excuserez pour ceux qui sont habitués de compter en logement en hectares. Je n'ai pas fait le calcul, mais je pourrais le faire sur la table tantôt pour vous les donner si vous les voulez. Rapidement, d'Estimauville, il me reste combien de temps? André, peut-être 3 minutes? Ouais. Moins 3 déjà? Tabarnouche, je suis désolé. OK. L'orientation, donc, le sud est positionné différemment. On regarde plus du sud-ouest. Je vous parle donc, d'Estimauville, il y a quand même depuis plusieurs années un bâtiment qui est le TPSGC, qui est le bâtiment qu'on voit qui est complètement à droite, qui est un bâtiment de 10 étages, qui partait l'écoquartier, mais alors que l'écoquartier, c'était pas clair la forme qu'il allait avoir et tout ça. Donc, je pense qu'au niveau des grandes décisions, il y avait beaucoup de choses qui étaient à venir encore quand ce bâtiment-là a été fait. Donc, du coup, il y a une façade sur la rue d'Estimauville, mais c'est pas clair que la nouvelle rue qui a été construite, c'est pas clair que c'est une façade sur rue. Ça a vraiment l'air d'un côté de bâtiment. Mais bon, ça, il faut vivre avec. Voyons. Le Luther, encore un toit en réserve, c'est le même OBNL qui construit à d'Estimauville un projet de 6 étages encore une fois. Je pense que la construction va être faite cette année. Je ne suis pas trop au courant parce qu'encore une fois, c'est un projet dont j'avais débuté la conception quand j'étais chez Tergos. Et puisque je ne suis plus là, Tergos a continué le projet avec la fond côté. Mais donc, je pense que le chantier est prévu pour cette année. Qui est le bâtiment donc à gauche du bâtiment du TPSGC. Et le dernier projet duquel je vais vous parler, c'est justement un autre projet de maison de ville que j'ai dessiné l'année passée pour cet écoquartier-là d'Estimauville, qui est finalement 34 maisons de ville. Vous en voyez, il y en a une vingtaine sur un premier terrain à droite et 14 sur le terrain à gauche. Encore une fois, le promoteur voulait une densité moyenne, je dirais même limite faible, parce qu'on est dans de la maison de ville qui n'est pas superposée. Chaque maison de ville a les 3 étages, c'est du 3 étages, et chaque maison de ville occupe les 3 étages, 16 pieds de large, donc on est très compact. Puis on a encore une fois mis tous les stationnements en dessous des bâtiments, c'est-à-dire que le rez-de-chaussée est composé d'une pièce et d'une entrée et d'un garage. Donc, on a finalement 2 étages utiles qui sont les 2 étages supérieurs, ce qui était intéressant parce que notre aire de vie pouvait aller chercher des vues au-dessus de la voie de chemin de fer qui passe à l'arrière de la ligne en diagonale en arrière. Mais donc, ça a été un projet où on a travaillé la densité dans le sens où, justement, c'était un produit qui s'adressait pour des familles de ce secteur-là qui est quand même différent. On est moins centre-ville. Les promoteurs tenaient à ce que les gens aient un stationnement
un stationnement intérieur, c'était comme idéal. Chaque projet, chaque unité avait son stationnement. Après ça, il fallait que chaque unité, chaque personne ait son unité propre, qu'il n'y ait pas de superposition dans la tête des acheteurs de ce secteur-là. Bien, c'est important, on est encore proche de la banlieue, puis ils vont chercher un public qui arrive beaucoup de la banlieue. Donc, c'était leur impression. Donc, on a travaillé dans ce sens-là. Fait que c'est encore une fois une densité très douce. On est à un demi-mètre de la ligne de terrain. Donc là, les portes étaient sur la rue. Fait que pour gérer, encore une fois, l'interface trottoir-entrée, la stratégie que j'ai utilisée, c'est tout simplement de faire une porte en retrait qui permet d'aménager un peu, qui va permettre de mettre des bacs dans le demi-mètre sur le côté, des bacs de plantation, puis de faire que cette porte-là est un peu en retrait du trottoir. Encore une fois, des stratégies simples, mais qui sont efficaces pour créer cette distance-là nécessaire entre le trottoir et la vie privée quand on est très proche de tout ça. J'arrête là parce que là, c'est 10 minutes, c'est ça? Merci beaucoup. Merci, Bruno. Je pense que tu as bien illustré la complexité pour le concepteur de densifier, la complexité dans la perception aussi qu'ont les gens de la densité et l'acceptabilité de la densification aussi. Alors, pour terminer ce tour de table, Étienne Berthold, géographe de formation, aura ce regard, disons, plus large, je pense, sur sa définition de densification, et il le fera a cappella. Donc, non, je n'ai pas de présentation PowerPoint. Je garde ça pour mes étudiants, pour mon cours demain matin. Question de les assommer comme il faut. Oui, c'est bon, je vais seulement mettre le... Oui, bien c'est ça. On va faire de la publicité pour notre institut. Alors, vous êtes très nombreux. Je suis content. C'est très bien. Il y a beaucoup d'étudiants. C'est excellent. Les étudiants, c'est l'avenir. Écoutez, je vous remercie beaucoup de l'invitation. J'apprécie. Je dois dire d'emblée, ça je l'ai dit à André, je l'ai dit également à nos collègues lorsqu'on a discuté, que je ne suis point un spécialiste de la densification, mais vraiment pas. Ce sont des idées générales que je veux partager avec vous aujourd'hui. Moi, je m'intéresse à quoi? Dans le fond, j'étudie le patrimoine, l'aménagement durable du territoire. Je m'intéresse à la façon dont les collectivités, surtout à l'échelle locale, vont se saisir d'un projet de développement durable, donc vont s'investir dans un projet de développement durable pour développer leur appartenance au territoire et leur identité. André nous a demandé de donner notre définition de la densification. Je pense que ça a été très bien exposé par Paul et Bruno, puis je souscris à leur définition. Moi, je pense qu'il y a au moins deux façons de définir la densification. Donc, d'une part, lorsqu'on parle de densification en urbanisme, c'est évidemment toujours la densité. Donc là, vous avez un nombre de personnes, puis vous rapprochez ça à une superficie territoriale. Souvent, on mesure ça au nombre de logements par hectare. Moi, je pense que c'est un indicateur qui est un peu désuet là, dans le contexte du développement durable. On a parlé de villes compactes, entre autres. Je pense qu'il faut se donner d'autres lunettes. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on parle de densification, il y a au moins donc deux échelles qu'il faut considérer, je pense. Donc, il y a la densification du bâtiment en tant que tel. Je pense que les présentations précédentes, focusaient sur cette échelle-là en essaimant sur celle de la ville. Donc là, lorsqu'on parle de densification du bâti, au fond, c'est la densification dans la perspective du bien-être, entre autres des espaces intérieurs. Moi, je travaille à la deuxième échelle qui est la densification par rapport à la trame urbaine. Donc là, on va penser, puis les collègues, leur présentation abordait cet aspect-là aussi, bien sûr. Donc là, on va penser au projet de densification dans la ville, donc par rapport à la trame urbaine et par rapport aussi aux fonctions urbaines, aux fonctions institutionnelles et au public. Donc, pour moi, c'est important qu'on situe la densification dans ce contexte-là. Je vais partager des idées qui sont, je pense, deux défis de la densification lorsqu'on la situe à l'échelle urbaine, c'est-à-dire la deuxième échelle dont j'ai parlé. La première, c'est très simple, puis je pense que tout le monde va être d'accord avec ça, mais il faut quand même en parler un petit peu. Lorsqu'on a un projet de densification qui implique des démolitions, puis là, Dieu sait que c'est assez souvent le cas dans les quartiers centraux. Je pense des démolitions ou des conversions de propriétés. Je pense ici, entre autres, aux propriétés conventuelles, les couvents, les monastères, mais aussi les églises. Donc là, je n'apprendrai rien à personne. Les congrégations religieuses vieillissent. La moyenne d'âge des religieux, des communautés religieuses au Québec, c'est 87 ans.
En 2004 et 2013, à Québec, il s'est vendu pour 100 millions de dollars de propriétés conventuelles qui ont été pour la plupart ou qui sont en processus de conversion, souvent pour être transformées dans une perspective, pour faire de l'habitation. Lorsqu'on mène une opération de densification, entre autres sur ces propriétés-là, mais donc dans une trame bâtie qui est relativement ancienne et que ça se solde par des démolitions, je pense que le plus grand défi collectif qu'on a, c'est de garder ce que je dirais être l'esprit des lieux, le sens des lieux. Je vais essayer de ne pas trop galvauder l'expression parce qu'on dit beaucoup de choses sur le dos de l'esprit du lieu. La phénoménologie de Norbert Schult, parfois, ça en serait un peu étonné. Je vais vous donner un exemple. Écoutez, là, je ne suis pas très au fait de ce qui se passe à Limoilou actuellement sur la Première Avenue, mais j'ai vu mon étudiant Mathieu Avarello entrer au fond, puis je pense que lui connaît ça davantage que moi, mais comme tout prof, je me suis quand même documenté un petit peu. Donc là, vous avez entendu parler du projet de tour, je pense, de 16 étages, sauf erreur, qu'un promoteur veut construire. Je pense que le projet a été présenté au conseil de quartier Limoilou il y a 2 jours, quelque chose comme ça. Ça impliquerait la démolition de l'église Saint-François, je pense, à moins que je sois mal informé. Église qui, je pense, a des problèmes structurels importants, puis aussi au niveau de l'humidité, puis tout ça. Je pense que ce que j'ai entendu, c'est que ce n'est pas viable. Donc, quoi qu'il en soit, ce projet-là va être présenté comme un projet de densification. Sauf erreur, je pense que c'était l'argumentaire que tenait le promoteur il y a quelques jours lorsqu'il a présenté son projet. Si jamais le projet va de l'avant, c'est pas dit, mais si jamais le projet va de l'avant et que l'église est démolie, je pense que c'est extrêmement important, puis ça rejoint ce que je voulais vous expliquer, c'est extrêmement important qu'on garde l'esprit des lieux. L'esprit des lieux, ça veut dire quoi? C'est que dans le fond, cette église-là, c'était l'église de la desserte paroissiale des Sœurs de Saint-François d'Assise. Les Sœurs de Saint-François d'Assise, c'est des franciscaines. Les franciscaines, dans le fond, c'est Saint-François d'Assise, c'est la pauvreté. Ce que ça veut dire, c'est que cet espace-là, puis l'hôpital qui est contigu, parce que l'hôpital Saint-François, c'était les Sœurs, c'est un espace dont le sens premier, puis c'est comme ça qu'on l'a établi, c'est vraiment un sens, au sens large, c'est un sens communautaire. C'est que lorsqu'on va procéder à la densification et à la requalification, qu'on fasse de l'habitation ou autre chose, je pense qu'il faut tenir compte de ça. Puis ça, souvent, les citoyens vont le dire dans une espèce de sagesse populaire, vont le dire au moment des consultations publiques. Ça, pour moi, c'est un grand défi. Puis l'autre, je vais passer rapidement parce que je pense que c'est quelque chose dont on peut discuter ultérieurement. Puis ce défi-là s'adresse, je dirais, un petit peu à l'action citoyenne. Puis là, je parle comme prof, mais aussi de l'intérieur, parce que j'ai fait beaucoup d'actions citoyennes. J'ai fait partie du conseil d'administration d'un des plus grands groupes citoyens à Québec, le Comité des citoyens du Vieux-Québec, pendant 10 ans. Ce défi, c'est la chose suivante. Je pense que là, c'est vraiment des aspects sociaux là, de la densification. Mais lorsque, comme citoyen, comme groupe citoyen, on reçoit un projet de densification, je pense qu'on doit se demander, on doit regarder un peu l'argumentaire qu'on a, puis qu'on déploie face aux autorités municipales le plus souvent. Parce que cet argumentaire-là peut parfois être à double tranchant. Je m'explique. La plupart du temps, puis là je fais référence aux projets de densification qui ont suscité de l'opposition citoyenne à quelque échelle que ce soit depuis une dizaine d'années à Québec, la plupart du temps, lorsqu'on va commenter un projet de densification du côté citoyen, on va le faire en prenant les lunettes de ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Donc, est-ce que ce projet-là est acceptable ou non? Ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce qu'au fond, ça nous donne, je sais que je suis déjà à -2, je vais arrêter là, ça nous permet de nous inscrire, mais l'acceptabilité sociale, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans d'autres contextes d'exploitation des ressources naturelles, la foresterie, les mines, etc. Mais là, il faut être conscient du fait qu'en parlant d'acceptabilité sociale, on va se définir par une liberté négative, c'est-à-dire que on va toujours être amené à se positionner, le projet, est-ce qu'il est acceptable ou non? Puis finalement, ça nous donne ce que ça finit par faire au final, c'est que ça risque d'alimenter les argumentaires qui nous taxent de chialeux. Lorsqu'on prend une perspective d'études culturelles, puis ça, c'est concrètement des choses qui se produisent sur le terrain, on peut voir comment un groupe qui reçoit un projet de densification
va être amené à développer son argumentaire autour de ce projet-là. Donc, quand je faisais partie du comité des citoyens du Vieux-Québec, il y avait le projet de densification de l'école Saint-Louis de Gonzague qui a fermé il y a une dizaine d'années, puis dont on voulait faire le cœur d'un projet qui consistait à amener 500 résidents. Bien, c'est sûr qu'on pouvait essayer de développer l'argumentaire en disant est-ce que c'est acceptable ou non, mais on s'est rendu compte au final que d'avoir réfléchi à ce projet nous a amené vraiment à développer l'argumentaire sur la densification, puis a amené le comité des citoyens à préciser beaucoup sa vision du quartier. Puis là, lorsqu'on s'en tient à l'acceptabilité sociale, est-ce que c'est acceptable ou non? Bien, c'est sûr qu'on ne prend... Je dirais qu'on ne prend pas l'amplitude du cheminement que, comme groupe social, on est en train de faire. Ça, c'est vraiment important. Donc, c'est un défi qui est beaucoup plus intellectuel, mais à l'université, on est là pour ça. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Étienne, pour cet avis très intéressant par rapport à la culture de la densification et surtout ce clin d'œil à Norbert Schulz et au Genius Loci qu'on ne pensait pas entendre ce soir. Alors, en terminant, j'aimerais vraiment vous inviter à bien sûr suivre les différentes conférences de l'Institut Hydro-Québec, organisées souvent en partenariat. La prochaine, effectivement, traitera de la COP23, donc des regards croisés sur les négociations climatiques. Donc, on est à une autre échelle complètement de la densification, mais quelque part, ça se rejoint. Autre conférence le 21 février sur le standard zéro carbone. Donc, on revient un peu à l'échelle du bâtiment ici. C'est peut-être parce que le directeur a une tendance pour l'architecture. 22 février, la Régie de l'énergie, 20 ans déjà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça a changé dans la façon de gérer l'énergie chez nous au Québec? Et le 26 février, affronter les risques auxquels fait face l'eau dans les aires de changement. Donc, on change de thème complètement ici. Alors, j'aimerais seulement vous remercier d'avoir été présents ce soir en très grand nombre. On les veut toutes comme ça, nos tables rondes à l'Institut. C'est grâce à vous qu'on réussit à faire des événements du genre. Et j'aimerais souligner un très bon travail de Sophie Gallet, nouvelle chargée de com à l'Institut, pour qui c'était le premier événement vraiment organisé. Alors, merci à tous et bonne soirée.